Bonjour Olivier Dard. Bonjour. Alors Olivier Dard, vous êtes historien, professeur à Sorbonne Université et spécialiste de l'histoire des idées, des idées politiques notamment. Et vous avez co-dirigé ce dictionnaire, qui est le dictionnaire du progressisme, avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois. C'est un triptyque, il faut le dire, parce qu'il y avait, dans un premier temps, vous aviez fait le dictionnaire du conservatisme, il y a eu le dictionnaire des populismes ensuite, et donc ce dernier ouvrage sur le progressisme. Pourquoi cette thématique pour fermer le triptyque ? Écoutez, cette thématique pour fermer le triptyque, parce que nous considérons justement que ces trois éléments, ces trois doctrines, conservatisme, populisme et progressisme, au fond couvrent assez bien l'état du débat public et du débat politique, non seulement de la France, mais d'une partie de l'Europe aussi, et voire du monde atlantique que nous connaissons. Mais tout particulièrement en France, il est évident que l'accent mis par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, sur le progressisme et la défense de ce dernier par lui-même et la République en marche, face à deux ennemis désignés, qui sont le conservatisme d'un côté, les populismes de l'autre, alors ennemis désignés de façon alternative, nous a conduit à finalement réfléchir véritablement à ces trois doctrines et à l'articulation qu'il pouvait y avoir entre elles. Et je crois que ces dictionnaires sont un moyen, au fond, d'entrer dans le débat politique et public de notre temps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet à proprement parler, est-ce que c'est un dictionnaire militant ? Parce qu'on pourrait se poser la question, les gens qui connaissent, que ce soit Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois ou vous, peuvent se dire c'est plutôt davantage des conservateurs, donc quand ils font un dictionnaire sur le conservatisme, bon, c'est peut-être orienté. Quand ils font les progressistes, qui sont censés être un camp un peu opposé, est-ce qu'on peut dire que c'est traité de façon militante ? Écoutez, non, je ne me cacherai pas, on nous a déjà posé la question, je ne vais pas dire que nous sommes des progressistes affichés, mais en réalité, pas plus que le dictionnaire du conservatisme ou celui sur les populismes, ce dictionnaire du progressisme entend être un dictionnaire militant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça n'offrirait strictement aucun intérêt de dénoncer le progressisme sur 1234 pages. Ce que nous avons voulu faire, c'est véritablement essayer de le pénétrer de l'intérieur, avec l'idée que ce travail sur le progressisme n'existait pas. Si vous cherchez une histoire du progressisme, vous n'en trouverez pas. Vous trouverez des choses sur des familles précises, les catholiques progressistes, etc. Mais vous ne trouverez pas une histoire véritablement du progressisme. Et par ailleurs, si vous consultez la liste de nos auteurs, vous verrez que, comme pour les dictionnaires précédents d'ailleurs, nous avons choisi des gens en général universitaires, mais pas seulement, qui sont présents parce qu'ils ont une compétence sur le sujet. Et nous leur avons laissé une véritable liberté d'écriture, liberté de ton, ce qui donne effectivement à ce dictionnaire une absence de monotonie, même si nous avons tenu effectivement à fixer un certain nombre d'entrées, et c'est nous qui avons fixé les entrées, qui avons sollicité les auteurs. D'accord. Sur le progressisme en lui-même, c'est un isme. Méfiez-vous des ismes. Je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus si c'est Jacques Ellul ou Régis Debray. Enfin, qu'est-ce que c'est que le progressisme finalement ? C'est l'idéologie du progrès. Quand est-ce que ça naît et comment ça peut être caractérisé ? Alors, effectivement, vous avez raison. Le progressisme est indissociable de l'idée de progrès. Alors, cette idée de progrès, on la trouve, on la date à peu près de la fin du XVIIe siècle, du début du XVIIIe, autour de différents éléments. D'abord, effectivement, l'importance de tout ce qui concerne l'apparition, ou plutôt le développement de la machine. C'est absolument indissociable. Deuxième élément, la philosophie des Lumières, qui est en gestation. Et l'idée qui se rattache au progrès, c'est l'idée de la perfectibilité que l'on trouve par exemple chez quelqu'un comme Condorcet, qui explique qu'à travers le progrès de l'éducation, on va nécessairement vers un progrès de l'humanité. Et donc la Révolution française est de ce point de vue un moment de cristallisation. Mais là où c'est intéressant, c'est d'observer qu'on passe du progrès au progressisme assez vite. C'est-à-dire que le mot progressisme apparaît dans le dictionnaire des mots nouveaux en 1842. C'est donc une doctrine politique qui accompagne l'idée de progrès, avec l'idée, au fond, que les progressistes seraient les véritables animateurs du progrès, les seuls tenants du progrès, ce qui est évidemment là, sur ce plan, tout à fait discutable. On peut défendre une certaine idée du progrès sans être nécessairement un progressiste, bien entendu.
Est-ce qu'on peut y voir une forme de religion, une forme de métaphysique? Je pense que c'est Jean-Claude Michéa qui parle de métaphysique du progrès, au sens où finalement on y voit une forme de fuite en avant, c'est-à-dire que l'avenir est radieux, le passé est exécrable, ou alors en tout cas l'avenir est censé être mieux que le passé, et que finalement il sera prouvé dans le futur que nous avançons vers des... Alors, au XXe siècle, ça c'est quand même un peu pris les pieds dans le tapis de ce point de vue-là. Mais est-ce que c'est une idéologie falsifiable? Est-ce qu'on peut critiquer l'idéologie du progrès? Dans le sens où finalement, il suffit d'attendre pour avoir raison, entre guillemets. Oui, c'est le fameux « on n'arrête pas le progrès ». Par rapport à la question que vous posez sur la question de la religion, je pense que c'est une question essentielle et je serais tenté de vous répondre oui. En ce sens qu'il y a eu, face à la critique d'ailleurs des religions, et notamment des religions révélées, la critique du christianisme en particulier, il y a eu au XIXe siècle, à travers le scientisme, une véritable religion de la science. Et de ce point de vue, le progressisme peut apparaître comme une forme de religion séculière, avec, comme vous le disiez d'ailleurs, au fond un projet philosophique, c'est-à-dire ce que Robert Redeker appelle l'amélioration comme destin, ou ce que l'on pourrait appeler, alors si on pense, je parlais du scientisme, on pourrait parler du marxisme, bien entendu, l'idée qu'il y a un sens de l'histoire. Donc le présent, on va pouvoir l'améliorer, et de toute façon, il n'est pas question de revenir au passé, qui a de toute façon une réputation de rance ou quasiment telle. Donc à partir de là, effectivement, le progressiste est toujours tourné vers le futur, convaincu que ce futur, finalement, sera meilleur que le présent et surtout bien meilleur que le passé. Donc de ce point de vue, on n'y échappe pas. Et j'ajouterais, et c'est ce qu'on montre d'ailleurs dans le dictionnaire, il y a une entrée intéressante là-dessus, qu'il y a même dans la logique progressiste une sorte d'effet de cliquet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que finalement, le futur serait meilleur que le passé, même si d'ailleurs, soyons clairs, un certain nombre de progressistes d'aujourd'hui dénoncent les progressistes d'hier. Quand on voit les débats sur l'État-providence, l'État-providence était porté par les progressistes après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un certain nombre de progressistes d'aujourd'hui entendent bien démanteler cet État-providence et accuser de conservatisme ceux qui considèrent qu'on peut quand même essayer d'en sauvegarder un certain nombre d'éléments. De la même manière que d'une certaine façon, la gauche woke, aujourd'hui entre guillemets postmoderne, critique l'héritage des Lumières comme étant un rationalisme occidental, blanc, etc. Oui. Donc on est toujours le conservateur de... Alors on est le conservateur de quelqu'un, ou on est le progressiste de quelqu'un d'autre. Bon, cela étant, ça pose effectivement un certain nombre de questions. Et ça nous a amené d'ailleurs à montrer deux choses. D'une part, que le progressisme était un objet historique. Et effectivement, il démarre à la fin du XVIIe, je l'ai dit, et son histoire évidemment n'est pas terminée. Et par ailleurs, que le progressisme se décline autour de multiples nuances. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron, mais si on songe, ne serait-ce qu'à la seconde moitié du XXe siècle, le progressiste, après 1945, c'est le catholique progressiste, ou c'est le compagnon de route du Parti communiste. Donc on est assez loin, effectivement, de l'actuel président de la République. On va y revenir à l'actuel président de la République. Il y a une notule intéressante consacrée au désenchantement du monde, qui est écrite par Rémi Soulier, et qui explique que finalement la modernité et l'idéologie du progrès qui l'accompagne a beaucoup à voir avec la notion d'illimitation. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que c'est flagrant, notamment dans la postmodernité, hein, cette espèce de... plus de frontières entre l'homme, l'animal, la femme et l'homme, les pays entre eux. Ça va aussi sans doute avec le développement du capitalisme, mais cette notion d'illimitation, que finalement l'homme étant à lui-même sa propre limite, la limite tend à s'effacer, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Alors ça nous ramène aussi, mais on en parlera peut-être, à la question du transhumanisme, qui est au cœur de cette idée. J'ajouterais par rapport à votre question que ce qui est intéressant par rapport à la notion d'illimitation, c'est qu'elle marque, alors là pour le coup, véritablement une frontière entre le progressisme et le conservatisme. Le conservatisme, lui, est marqué par la limite. Le conservatisme n'est pas nécessairement hostile au progrès. Ça ne veut strictement rien dire. Vous n'allez pas
Il faut considérer, parce que pour être hostile au progrès, il faudrait considérer que tout ce qui a été fait par la science, la médecine, etc., mériterait d'être balayé, ce qui serait parfaitement stupide, bien entendu. Simplement, le conservateur, lui, va d'abord être beaucoup plus prudent par rapport à ce progrès, et il va surtout avoir en tête, effectivement, cette notion de limite. Et la notion de limite, nous l'avions travaillée dans le dictionnaire du conservatisme. Et je crois qu'effectivement ici, il y a à travers la notion de limite, la notion de barrière, qui peuvent être des barrières éthiques, morales, quelque chose qui distingue fondamentalement le conservatisme du progressisme, le progressisme étant toujours dans cette idée, au fond, d'un monde nouveau ou d'une réinvention permanente. Il faut se réinventer. Le conservateur, lui, sera plutôt tenant d'une idée qu'il n'y a pas forcément quelque chose tous les jours de nouveau sous le soleil. Et donc, parce que vous l'avez amorcé, est-ce qu'on va finalement vers une civilisation transhumaniste? C'est ce que pense par exemple Michel Onfray, il le dit ouvertement, régulièrement. Si finalement il n'y a pas de limite, est-ce qu'on va vers la fusion avec la machine? Et écoutez, j'en ai peur, ou plus exactement, oui, bien sûr que j'en ai peur, mais je suis en même temps très, très heureux, si je puis dire, malheureux quelque part, mais très heureux aussi, de voir qu'on se met à véritablement parler du transhumanisme. Parce que je vais pas vous raconter ma vie, mais dans la thèse que j'avais consacrée à Jean Coutreau sur l'innovation intellectuelle des années 30, j'avais une centaine de pages sur le transhumanisme qui naît, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas dire qu'à l'occasion de la soutenance de thèse, qui s'était très bien passée d'ailleurs, cette centaine de pages ait intéressé le jury parce que ça leur paraissait complètement utopique, hors sol, hors du temps, etc. Et le directeur m'avait dit, vous avez eu du courage de lire tout ça. Bon. Alors, de ce point de vue, et je reviens aux enjeux actuels, la technologie aujourd'hui permet effectivement d'envisager sur un mode encore différent de ce qu'on pouvait concevoir dans les années 30 et au-delà, effectivement cette supposée augmentation de l'homme qui, effectivement, de mon point de vue, aboutit à une véritable déshumanisation ou à une véritable mutilation de l'identité de l'homme. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous menace et qui nous menace effectivement grandement. Est-ce qu'on... Parce que finalement, ce transhumanisme est d'une façon ou d'une autre dans le bagage progressiste. Or, le bagage progressiste est plutôt évidemment classé à gauche. Est-ce qu'on peut être de gauche sans valider la réification, la marchandisation du monde, l'objectivation, je pense à la législation pour autrui, par exemple, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on peut être de gauche? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent de gauche, qui ne valident pas. Si on leur dit, est-ce que vous êtes de gauche? Ils vont dire oui. Est-ce que vous êtes pour la marchandisation du corps des femmes? Est-ce que vous êtes pour la fusion de l'homme avec la machine? Ils vont avoir un réflexe sans doute un peu conservateur, pas tous, hein, mais une partie vont avoir ce réflexe conservateur. Est-ce qu'on peut être de gauche en refusant cet héritage progressiste, entre guillemets? J'espère. Non mais si j'espère, et surtout, si vous voulez, je pense que par rapport à cette question, je reviens à cette question du transhumanisme, de ces gens de gauche dont vous parlez, j'en connais, j'ai un certain nombre d'amis et de collègues qui effectivement sont tout à fait opposés à la marchandisation des corps, etc. Je ne suis pas sûr que pour un certain nombre d'entre eux, ils prennent la menace au sérieux. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on est effectivement dans un monde de l'utopie, que c'est une espèce de science-fiction, qu'il y a un discours peut-être derrière ça qui est catastrophiste. Pour ma part, je ne le pense absolument pas, parce que je constate quand même des moyens mis en œuvre à cette fin, et je constate aussi que ce discours progresse, et que finalement, il s'articule, alors là pour le coup très bien, à la fois à un discours progressiste, bien sûr, mais aussi à un discours du libéralisme marchand, qui va favoriser effectivement un des éléments moteurs du progressisme, qui est l'épanouissement de l'individu, à qui on va promettre de s'occuper de lui, ou de prétendre s'occuper de lui précisément et uniquement de lui, et à qui on va expliquer que effectivement on peut le faire vivre jusqu'à 200 ans, et au fond le réparer, alors plus exactement l'augmenter d'ailleurs, parce que la réparation c'est encore autre chose. Je suis par exemple, on peut tout à fait être contre le transhumanisme et ne pas être contre les prothèses, mais on nous dit mais justement c'est pareil.
C'est pareil, on vous fait opérer de la hanche, on vous met une prothèse, c'est la première étape vers le transhumanisme. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout la même chose que de créer un soldat augmenté ou de créer un homme augmenté, enfin, de mon point de vue. Mais à cet égard, je pense que ce transhumanisme s'articule assez bien à des tendances actuelles du progressisme, du capitalisme, du libéralisme, où il a toute sa place et il a des potentialités pour se développer. On retrouve un peu ça également dans je crois que c'est l'entrée eugénisme qui est de Pierre-André Taguieff, puisque c'est un de ses domaines de prédilection. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y a une histoire de l'eugénisme qui n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, le fait... avec la progression de l'individualisme, le fait qu'on puisse choisir finalement son enfant, la façon dont il va être fait, est quelque chose qui est de plus en plus possible. Je pense au CRISPR-9, la technologie qui permet de contrôler ça. C'est quelque chose qui est plutôt bien vu, alors ça dépendra des points de vue. Est-ce que ça participe du transhumanisme, ça participe, c'est pareil, l'histoire de l'eugénisme, vous le disiez, elle est longue. Vous avez eu, quand on pense eugénisme, on pense systématiquement national-socialisme. N'oublions pas l'importance du scientisme, n'oublions pas l'importance de la gauche aussi, de la gauche, une gauche scientifique, intellectuelle, dans l'édification de cet eugénisme. On a quand même des figures tout à fait impressionnantes en la matière, et à cet égard, oui, l'eugénisme me paraît participer de cette démarche, avec encore une fois des moyens technologiques qui n'ont rien à voir avec ce que pouvaient être les moyens eugénistes des années 1900 et de l'entre-deux-guerres, où l'eugénisme était en pleine ébullition, si vous voulez. Je crois qu'il y a de ce point de vue-là une technologie qui est adaptée, au fond, à ce type de projet. Et c'est évidemment là où c'est particulièrement inquiétant, sachant que cette technologie va continuer à progresser, puisqu'elle-même, elle est à l'origine d'innovations, d'investissements, etc., etc. Mais, vous savez, j'ai publié en co-direction un livre sur l'homme augmenté, donc depuis de l'entre-deux-guerres. Et on constate, et des collègues ont travaillé là-dessus, qu'il y a dans l'entre-deux-guerres, par exemple, des opérations de greffe de testicules de singe sur l'homme pour régénérer les hommes. Alors, évidemment, les effectifs sont relativement peu nombreux, encore que ça concerne plusieurs milliers de personnes, mais je crois qu'il y a de ce point de vue-là une démarche qui, à l'époque, est empirique, une démarche qui n'a pas les moyens, évidemment, forcément de sa politique, mais aujourd'hui, la technologie nous amène bien d'autres choses, bien d'autres potentialités. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron à plusieurs reprises. On en fait souvent l'archétype du progressisme, mais puis en même temps, il y en a qui disent qu'il est de droite, qu'il est de gauche, qu'il est ni de droite ni de gauche, on ne sait plus trop où il est, du centre ou de l'extrême centre. Est-ce que c'est une incarnation du progressisme ? Il y a une entrée macronisme. Oui, qui est rédigée par Frédéric Rouvillois, oui, qui a publié un livre qui s'appelait d'ailleurs Liquidation. Oui, pour ma part, oui. D'ailleurs, non seulement il le dit lui-même, mais il en présente un certain nombre de caractéristiques, si vous voulez. Et en particulier, ce rapport à l'histoire, au passé, à l'héritage. Alors, je sais bien qu'avec Emmanuel Macron, c'est toujours très compliqué, parce qu'il vous explique que la Révolution, c'est formidable, mais qu'en même temps, la France n'aurait pas dû décapiter son roi, etc. Vous trouvez des contradictions multiples dans les discours, ça, je le sais bien, mais je retiendrai quand même deux choses. Une première que j'ai déjà évoquée, qui concerne finalement la réinvention, et vous remarquerez qu'à chaque crise que ce quinquennat a connue, à chaque fois on nous explique qu'il faut nous réinventer. On ne se réinvente pas plusieurs fois en 5 ans, si vous voulez. Donc ça, c'est à mon avis un premier élément. Et deuxième élément qui est très important, on est constamment invité à aller de l'avant. Et vous parliez de Pierre-André Taguieff. Pierre-André Taguieff avait forgé effectivement, avant d'ailleurs Emmanuel Macron, cette formule du bougisme, qui est une des caractéristiques effectivement du macronisme, mais le macronisme n'en a pas le monopole, bien entendu. Bon, évidemment, il vient de faire son quinquennat, donc il a déjà été élu une première fois. Alors on aurait pu dire que c'était sur un coup de poker hasardeux. Il est très solide, là, Emmanuel Macron, parce qu'au moment où sortira cet entretien, on sera sans doute un peu avant l'élection présidentielle. Comment vous expliquez cette solidité ? Ça veut dire que les Français sont progressistes comme Emmanuel Macron ? Alors, d'abord, si vous regardez au-delà d'Emmanuel Macron, un certain nombre de candidats à la présidentielle se déclarent ouvertement progressistes.
tout au long de ces dernières semaines, de Jean-Luc Mélenchon à Philippe Poutou, Yannick Jadot et même Valérie Pécresse, qui est dans la frange progressiste de la droite, ça, le terme est mis en avant par un certain nombre de candidats. Ce qui ne veut d'ailleurs pas forcément dire qu'ils aient tous la même notion du progressisme. De ce point de vue, on retombe évidemment sur les multiples nuances. Bon, cela étant, est-ce que tous les Français, est-ce qu'une majorité de Français sont progressistes ? Pour une part, sans doute, c'est-à-dire qu'ils sont ou ils ont été convaincus qu'il faut mener un certain nombre de réformes, etc. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une base conservatrice extrêmement importante, qu'on est vraiment dans des années tournantes, des années charnières. Et quant à la situation d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je crois qu'elle s'explique aussi par la question ukrainienne. Hein. De ce point de vue, la dimension chef de l'État, à la tête de l'Union européenne, etc., etc., l'absence de campagne présidentielle, qui est aussi liée aux circonstances. Hein. C'est pas uniquement Emmanuel Macron, c'est pas lui qui a décidé évidemment de la guerre en Ukraine. Sortons des fantasmes. Explique aussi que finalement, eh bien, ce type de discours peut être tenu dans sa diversité, c'est-à-dire que je veux dire par là qu'il est à la fois progressiste, mais en même temps, il peut jouer aussi sur le régalien. Mais vous voyez, j'écoutais hier, par exemple, ce qu'on peut essayer de comprendre du projet de réforme sur la retraite. L'individualisation, par exemple, est extrêmement intéressante. 65 ans, très individualisé. Il y a une logique pour casser un certain nombre de collectifs, de communautés, etc., qui est de ce point de vue-là très intéressante et très révélatrice de l'individu pris pour fin et dont l'objectif est l'épanouissement, je n'ose dire, intégral. Peut-être dernière question pour conclure, vu que vous avez parlé de l'Ukraine, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a une entrée dans ce livre, également rédigé par Frédéric Rouillois, sur la notion de disparition des conflits. Et effectivement, ça fait partie de la métaphysique progressiste, que finalement, l'humanité avançant, on va vers une disparition des conflits, puisque l'homme perd de sa part d'animalité, et il est pure raison, et finalement, il se rend compte que c'est mieux d'aller vers la paix perpétuelle, Est-ce que les événements, c'est ce qu'on a cru longtemps là en Europe, c'était le projet libéral, la paix par le commerce, le doux commerce de Montesquieu. Voilà. Est-ce que finalement l'envahissement de l'Ukraine n'a pas mis en pièces cette façon de voir les choses ? Oui, certainement, mais j'ai envie de vous dire qu'il y avait déjà eu d'autres signaux avant. Vous parlez du doux commerce, effectivement, de Montesquieu. Ça me rappelle un livre de Jean Fourastier de 1947. Fourastier, en parlant de la civilisation de 1960, alors Fourastier qui était à la fois une grande figure de la technocratie, de la défense de la technocratie, pouvant être considéré à l'époque comme un progressiste, mais ensuite étant très déçu avec la crise des années 70 sur, au fond, les limites des Trente Glorieuses. Bon, il est de bon ton aujourd'hui de critiquer les Trente Glorieuses, mais il faut voir aussi d'où on venait, des désastres de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et Fourastier misait beaucoup sur la croissance. Et il avait écrit que les guerres ne seront plus que des rixes d'ivrogne. On était en 1947, donc on entrait dans la guerre froide. Donc vous voyez, à la fois c'est un vieux discours, mais qui malheureusement se heurte au fait toujours très têtu. Et notamment, nous ne sommes pas à l'heure de la paix perpétuelle. Bon, ça, et de même qu'il n'y a pas de fin de l'histoire. Merci beaucoup Olivier Dard d'être venu sur Fonds Populaire. Merci à vous.